Bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je n'ai pas pour habitude de m'exprimer oralement, je voulais même faire une vidéo, mais pour des raisons techniques c'est un peu compliqué, donc je fais juste un enregistrement oral, mais enfin bon, c'est un peu la même chose. La raison pour laquelle je m'exprime oralement aujourd'hui, c'est peut-être pour être plus explicite, pour être plus direct dans ce que j'ai à dire. Mon but n'est pas d'être alarmiste, mais de remuer les consciences. Et je pense que m'exprimer oralement est peut-être la manière la plus directe et la plus simple qui soit, plutôt que d'écrire, on va dire, des articles comme j'ai l'habitude de le faire sur ma page Facebook, ou tout simplement d'écrire des livres comme vous avez aussi l'habitude. Bon, je sais que certains vont être un peu choqués du mélange des genres, mais bon, moi, personnellement, ce sont des thèmes qui me sont chers, et quand je pense que ces thèmes-là se rejoignent, j'ai aussi, je pense, le devoir d'en parler. C'est la raison pour laquelle je vais parler à la fois d'un peu d'ufologie et pas mal de politique générale, notamment de géopolitique. Les propos que je vais tenir, évidemment, n'engagent que moi, sans aucune certitude, entendons-nous bien. Et je vais même aller plus loin, et ça je le répéterai, en disant que j'espère tout simplement me tromper. Moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que tout ce que je vais dire ne se réalise pas. Mais en même temps, sans être, on va dire, alarmiste, parce que je ne veux pas non plus être alarmiste, euh, mon rôle en quelque sorte, c'est de remuer les consciences. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, trop de personnes ne comprennent pas le monde dans lequel nous vivons et, disons-le franchement, ont la tête dans le sable. Donc je vais entrer dans le vif du sujet pour essayer de vous faire comprendre mon cheminement de pensée. Et, a fortiori, on va dire, ma mise en garde. Donc, quand je parle d'ufologie, je ne vais pas parler d'ufologie générale. C'est-à-dire, je laisse de côté les différentes races extraterrestres qui peuvent, on va dire, nous visiter depuis des millénaires, ce qu'on appelle communément la théorie des anciens astronautes. Je laisse ça de côté, ce n'est pas le but. Je vais parler d'une entité particulière qui est très connue et que je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez aussi, ce sont les gris. Les gris ont cette particularité, c'est qu'apparemment ils apparaissent dans notre civilisation à partir du milieu du XXe siècle avec l'arme atomique. Il y a une raison à cela qui n'est pas anodine. Ils viennent grosso modo chercher à la fois euh, des réponses à quelque chose qui se passera, évidemment, je ne l'espère pas, mais qui potentiellement peut se passer dans notre futur, donc des indices, disons-le franchement, d'une potentielle guerre thermonucléaire qui ravagerait l'humanité. Et ils viennent aussi chercher aussi, bon, pour une raison que l'on ignore, et peut-être des traces d'ADN Homo sapiens, donc de notre ADN à nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons de fortes présomptions depuis les années 60, mais aussi 70-80, qu'en fait ces grilles-là ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des terriens. Ce sont nos descendants. C'est-à-dire une race qui a muté à partir de la fin d'Homo sapiens, et qui ont la technologie, évidemment, de voyager dans le temps. C'est la raison pour laquelle ils remonteraient au milieu du XXe siècle, les années 50-60. Alors, il y a évidemment, je suis obligé, je ne peux pas faire autrement que d'employer le conditionnel, mais les faisceaux sont tellement importants les uns les autres qu'à un moment, nous ne pourrons plus employer le conditionnel, nous serons obligés tout simplement de parler franchement, directement, à l'indicatif, quoi. Bon, pour l'instant, je veux bien encore employer le conditionnel pour dire, car apparemment, il y a certains spécimens de gris rescapés de crash qui auraient été interrogés de manière très musclée par l'armée américaine, que ce soit sur la zone 51 ou sur la base de Wright-Patterson.
Là, nous remontons aux années 60, et c'est là que seraient apparus les premiers indices, comme quoi ce n'étaient pas des aliens, mais des terriens du futur. Cela corrobore des personnes qui ont été enlevées par des grilles dans les années 70-80, nous parlons d'abduction, où ces entités leur auraient montré la Terre du futur dévastée par un cataclysme nucléaire. Cataclysme militaire, je m'entends, hein, pas civil. Hein. Et une Terre qui renaît, évidemment, qui renaît de ses cendres, qui renaît au niveau de la nature, qui renaît, mais le problème Homo sapiens qui dépérit, et qui peu à peu laisse la place à de nouvelles races d'hominidés, dont notamment les gris. Le problème, et c'est là un petit peu le but de mon intervention aujourd'hui, c'est que quand ces faits-là arrivent dans les années 60, 70, 80, ces entités parlent d'un laps de temps très court, c'est-à-dire un demi-siècle. Le problème, c'est que là, nous sommes en plein dedans. Et un peu comme une convergence pyramidale, tous les faisceaux actuellement convergent entre eux, un peu comme vers le sommet d'une pyramide, et ça risque de faire un peu comme en chimie une réaction acide-base, c'est-à-dire quand les deux produits se rencontrent, ça va faire boum. C'est ça le problème. Alors certains ont avancé l'année 2025, moi je ne veux surtout pas être un oiseau de mauvais augure à annoncer la fin du monde de manière débile, ce n'est pas ça. Je prends beaucoup plus de recul par rapport à cela. Moi je parle de fenêtre temporelle. Et une fenêtre temporelle qui pour moi s'est ouverte en 2014. Donc qui va courir grosso modo jusqu'à 2035. En espérant, encore une fois, et c'est mon souhait le plus cher, évidemment qu'il n'arrive rien, que nous continuons à vivre bon an mal an avec des hauts, avec des bas, voilà. Moi je souhaite une chose, hein, c'est que l'on continue à faire des enfants, des petits-enfants, que les familles continuent à vivre. S'il faut manifester dans la rue parce qu'il y a des choses qui ne vont pas par rapport au pouvoir d'achat, par rapport aux retraites, et bien voilà, mais que globalement ça reste comme ça et pas plus. Voilà. Mais mon rôle, c'est aussi d'éveiller les consciences, c'est aussi de faire sortir les gens, on va dire, de leur faire sortir la tête du sable aussi, sur certaines choses. Alors pourquoi 2014? Vous allez me dire, des tensions internationales, il y en a toujours eu, y compris à l'époque de la guerre froide, mais il y a une chose qui a changé fondamentalement, c'est-à-dire que un nouveau monde est en train de se mettre en place, est en train de se construire dans les années 2010, un monde de prospérité, un monde de fraternité, notamment sur le continent européen, enfin européen, eurasiatique en général. Au Proche-Orient, la Syrie était stable. Et en face, il y avait évidemment les éternelles guerres asymétriques américaines, l'ex-Yougoslavie, la Libye, l'Irak, puis vinrent la Syrie et l'Ukraine. Quand nous prenons chaque conflit asymétrique américain individuellement, il n'y a aucune différence de l'un par rapport à l'autre. Strictement aucune différence majeure. Ce qui se passe en 2014, c'est que sur les deux guerres asymétriques que vont mener les Américains en Syrie et en Ukraine, de manière concomitante, la différence va être l'impact que ces guerres asymétriques vont avoir au niveau international. Et c'est là que la donne va changer radicalement. C'est pour ça que je parle d'une fenêtre qui s'ouvre à partir de 2014, et cette fenêtre-là correspond exactement, c'est ça le problème, aux indices que nous donnait justement en matière ufologique la mise en garde des grilles dans les années 60, 70, 80. C'est à ce niveau-là que l'ufologie rejoint la géopolitique. Évidemment, encore une fois, et ça je le répéterai tout le temps, en espérant qu'il n'arrive rien. Simplement, pour qu'il n'arrive rien, il faut aussi que les gens prennent conscience de la dangerosité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a très très peu de personnes qui sont conscientes, et ça je l'avais pourtant écrit à de multiples reprises à l'époque, que nous sommes passés déjà auprès de la catastrophe, je dis bien de la catastrophe, en 2014 sur le dossier syrien. Pour faire simple, il y a eu une coalition
internationale islamiste poussée par les Occidentaux contre la population syrienne, contre l'armée syrienne, contre Bachar al-Assad. Et le dossier syrien s'est retrouvé en guerre asymétrique avec un impact nettement plus important que la seule Syrie. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous étions par exemple en plein dans les élections présidentielles américaines, et à l'époque Hillary Clinton avait émis le souhait, ce n'est pas arrivé heureusement, d'assurer une suprématie aérienne militaire en Syrie. Le problème c'est que les Russes y étaient déjà. Donc concrètement ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les F-16 engageaient les MiG. Et François Hollande, à l'époque, était l'un des premiers présidents les plus atlantistes qui soient de la Ve République. Aujourd'hui, nous avons Macron, c'est kiff-kiff, mais à l'époque, c'était Hollande. Lui, il suivait à 100%, lui. Hein. Ça veut dire que nous déclenchions une troisième guerre mondiale, qui pouvait potentiellement être une guerre nucléaire. Et je me souviens, à l'époque, une religieuse syrienne, une sœur, si vous voulez, une chrétienne orientale, nous avait mis en garde. Enfin, nous avait mis en garde, nous les Français, les Européens, les Français en particulier, dans une vidéo qu'elle avait faite, et nous avait dit, mais bon sang, est-ce que vous comprenez que ce qui se passe en Syrie, ça n'a rien à voir avec la Syrie? C'est un problème global, mondial, qui est construit de manière artificielle par les islamistes et les Américains. Et vous, les Français, elle était restée polie, mais enfin, grosso modo, ça voulait dire comme des cons, vous avez la tête dans ça, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Et votre suivisme va faire qu'un jour ou l'autre, ça va se déclencher en guerre mondiale, peut-être nucléaire. Cette religieuse-là nous mettait en garde en 2014. Et je crois que personne n'a compris cela. Enfin, personne. Si, mais malheureusement, peu de personnes ont compris cela. Ça que je veux dire. Et de manière concomitante, nous avons le dossier ukrainien. Et là, comme disait le général de Gaulle, l'Europe de Brest-Vladivostok, moi j'ai parlé à l'époque d'un pont de paix, d'essor, de prospérité, de fraternité. Paris, Berlin, Varsovie, Kiev, Moscou, Beijing en Chine. Et dans les années 2010, c'est ce qui était en train de se construire. Les gazoducs Nord Stream, les nouvelles routes de la soie, l'émergence des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et face à cela, nous avions évidemment les guerres asymétriques américaines. Mais le problème de l'Ukraine en 2014, quand l'ambassade des États-Unis pousse les néo-nazis sur les barricades du Maïdan, et qu'au final ils prennent le pouvoir, et que cela crée la guerre civile que l'on connaît. Bah, le problème, c'est que c'est un pilier de ce pont qui s'effondre. Et quand le pilier de ce pont s'effondre, il y a des répercussions internationales qui vont bien au-delà de la seule Ukraine. C'est pour ça que je dis que les guerres asymétriques américaines se ressemblent toutes. Simplement, quand ils menaient leur guerre en ex-Yougoslavie, en Libye, en Irak, le monde continuait d'avancer. Quand ils mènent leur guerre en Syrie, le monde risque d'exploser. Quand ils mènent leur guerre en Ukraine, ça déstabilise complètement l'ensemble du paysage eurasiatique et européen. C'est là le problème. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, nous nous retrouvons placés complètement du mauvais côté de l'histoire. C'est ça le problème. Parce que tout s'enchaîne, si vous voulez. Tout s'enchaîne. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Tout le monde peur pour son pouvoir d'achat et notamment le coût de l'énergie. Bon, il faut comprendre que vous avez Ursula von der Leyen qui se réjouit de l'installation en Europe du Nord de nouveaux terminaux de gazoducs, enfin pas de gazoducs, mais de nouveaux terminaux de gaz liquéfié pour recevoir le gaz de schiste américain, qui non seulement est une catastrophe sur un plan écologique, mais qui va nous coûter forcément beaucoup plus cher que le gaz liquéfié algérien, norvégien ou provenance directement des gazoducs russes. Mais simplement, il faut comprendre que cette démarche aujourd'hui d'Ursula von der Leyen,
elle découle de la révolution de Maïdan, mise en place par, poussée, on va dire, par l'ambassade des États-Unis en 2014. Donc il y a un moment, tout se rejoint, tout se recoupe, si vous voulez. C'est ça le problème. Tout se recoupe, tout se rejoint, et surtout, le problème, c'est que, encore une fois, nous sommes du mauvais côté de l'histoire. Moi, je me souviens, historiquement, nous nous souvenons, par exemple, qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, Churchill avait déclaré à ses sujets britanniques, je ne vous promets que des larmes et du sang. Mais il était dans le sens de l'histoire. Il avait le droit de dire cela. Nous n'aurons plus que les larmes et le sang, et nous ne sommes pas dans le sens de l'histoire. C'est ça le problème. Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, et je comprends. Pour qui la géopolitique internationale, bon, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu emmerdant, et on préfère regarder d'abord ce qui se passe chez nous en matière de problèmes sociaux. Je comprends tout à fait. Et les ministères sont différents les uns des autres. Mais le pot, il est commun. Le trésor public, nos taxes, nos impôts, c'est commun. Quand vous avez le ministère des Affaires étrangères qui débourse un argent faramineux, qui déverse un argent faramineux dans la guerre en Ukraine, dont une bonne partie se retrouve dans les poches des oligarques ukrainiens, c'est autant d'argent en moins pour les écoles, pour les retraites, pour les hôpitaux. C'est à ce niveau-là que tout se rejoint. Et pour rejoindre un peu, on va dire, ce que disait Churchill, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux larmes et au sang, encore une fois, moi personnellement, ça ne me choquerait pas que l'on fasse tourner la planche à billets si nous étions dans le sens de l'histoire. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, on finance en Ukraine une armée de néo-nazis pour le compte de l'impérialisme américain, tout en nous mettant à dos nos alliés russes. Où est la logique là-dedans? Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a aucune logique. Au moment où je vous parle, vous avez le président Macron qui s'apprête à faire un nouvel envoi de canons César, qui vont encore nous coûter une blinde au niveau du budget national, et dont on sait très bien qu'une partie va servir non pas à faire la guerre contre les Russes, mais à massacrer les populations civiles de Lugansk et Donetsk. Mais est-ce que les gens ont l'esprit clair à ce niveau-là? Moi, je le dis franchement, si un jour, en retour, on reçoit un missile balistique nucléaire russe sur la tête, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Non seulement il sera trop tard, mais le pire, c'est que c'est nous qui l'aurons cherché. C'est ça le problème. Alors, encore une fois, je ne veux pas être alarmiste, au sens stricto sensus du terme. Mon but, c'est de remuer les consciences. Mon but, c'est d'éveiller les esprits. Et le problème, c'est que nous sommes, depuis 2014, entrés dans une phase d'instabilité critique. Et moi, je ne souhaite qu'une chose, hein, c'est qu'on se retrouve en 2035, 2037, 2038, et que vous me disiez, mais oh, ta guerre nucléaire, elle a jamais eu lieu. Mais tant mieux! Mais tant mieux! Et pour ça, il faut que les gens ouvrent les yeux un petit peu. Parce que ce qui s'est passé en 2014, en Syrie et en Ukraine, au niveau des déstabilisations américaines, ont eu des impacts, des répercussions que n'ont pas eu les autres guerres précédentes. C'est là la différence. C'est pour ça que je dis qu'il y a une fenêtre d'instabilité, de criticité qui s'est ouverte à ce moment-là. Et nous sommes en plein dedans. C'est là le souci. Alors pour terminer, je vais quand même vous expliquer que, parce que là il faut quand même aussi marquer les esprits, ce que serait une guerre nucléaire. En fait, elle serait très courte. 72 heures tout au plus, hein, le temps d'atomiser la plupart des grandes villes. Il n'y aurait pas forcément sur le
beaucoup de victimes. Enfin, évidemment, il y en aurait une multitude, mais enfin, on va dire de 2 à 3 millions. Certains parlent même peut-être d'un million seulement. Simplement, le problème, il y aura des centaines et des centaines de millions de morts par la suite à cause des retombées radioactives, des sols contaminés et des cancers induits. En plus d'une dénatalité à cause évidemment des enfants mal formés suite à ces radiations. Les gouvernements seraient complètement déstructurés, les services publics n'existeraient plus, les êtres humains survivants se regrouperaient, on va dire, en société de survivalisme, ici ou là. Il faut comprendre que le système bancaire n'existerait plus, les retraites ne seraient plus payées, etc., etc. Hein. D'accord, il faudrait tout reconstruire, mais tout reconstruire un peu comme dans j'aurais tendance à dire un peu comme dans les années 30 ou 40, ce serait pas catastrophique en soi, sauf qu'il y aurait les retombées radioactives en plus, c'est ça le problème. Et peu à peu, eh bien, Homo sapiens finirait par dépérir. Dans 500 ans, aux alentours de 2500, il ne subsisterait plus peut-être que 500 millions de spécimens d'Homo sapiens sur Terre. Et c'est à partir de là que de nouvelles mutations commencent à arriver, mais cette fois-ci des mutations viables, naturelles, je dirais, donnant naissance à de nouvelles races d'hominidés, dont naîtraient justement les fameux gris dont je vous parlais au départ. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous remercie de m'avoir écouté.